Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette vidéo, parce que moi, pas du tout. En toute franchise, je ne sais pas par où commencer, mais je peux vous dire une chose, je pense avoir trouvé totalement par hasard l'œuvre, ou du moins l'anime, qui aurait inspiré Oda pour les bases de l'histoire de One Piece. L'anime en question, peut-être déjà connu par une petite poignée d'entre vous, se nomme Les Pirates du Tourbillon Noir. Je sais qu'Oda s'inspire de nombreuses histoires fictives, de mythes et de légendes qu'il adapte d'une façon ou d'une autre dans son œuvre. Concernant la série Les Pirates du Tourbillon Noir, je pensais au début qu'il ne s'agissait que d'une banale histoire de pirates, mais en grattant la surface, on y retrouve véritablement l'univers même de One Piece avec des similitudes plus que troublantes et vous allez le comprendre avec la suite. Je vais essayer de commencer par le commencement du coup et vous expliquer comment, grâce à un heureux coup du hasard, je suis tombé sur cette petite pépite d'or. Tout a commencé le 25 mars dernier. Ce jour-là, j'ai posté sur Twitter 2 images comparant la ressemblance entre le Knock-Up Stream de One Piece et les trombes marines parfois visibles sur les côtes. Puis une interrogation m'est venue en tête, existe-t-il des mythes et légendes à propos des trombes marines ou des tourbillons qui auraient servi d'inspiration pour Oda? J'ai donc cherché sur Google, légende, trombes marines, et rien du tout. Du moins rien qui m'intéressait moi. Du coup, je me rabats sur la recherche légende tourbillon. Et là, bingo! Je tombe sur une petite page Wikipédia qui comprenait des mots-clés tels que légende, tourbillon, pirate et trésor. Cette page était créée pour une série nommée Le Tourbillon Noir ou The Pirate of Dark Water en anglais. Et désolé pour l'accent. J'ai donc lu le synopsis suivant. La série suit un groupe d'aventuriers dans leur quête pour recueillir les 13 pierres de la loi, qui selon la légende offrent un trésor fabuleux et magique à leurs détenteurs. Leur but est de ramener l'ordre sur le monde de mer en luttant contre les tourbillons noirs, substances maléfiques qui engloutissent et dévorent tout ce qu'elles touchent. Seront-ils en mesure de réunir le pouvoir des pierres pour repousser les tourbillons noirs? Et à ce moment-là, c'était très clair. Les Pirates du Tourbillon Noir étaient bien plus qu'une série et auraient pu inspirer Oda dans l'écriture de son propre manga One Piece. Cette série datait du début des années 91, soit 6 ans avant la première parution de One Piece au Japon, ça collait parfaitement. Avant de m'emballer, j'ai voulu m'assurer que la série était bien diffusée au Japon pour maximiser les chances qu'Oda en ait été un téléspectateur. J'ai donc regardé rapidement sur le Wikipédia anglais qui ne faisait aucune notion d'une diffusion au Japon. Mais je découvre par la même occasion qu'une page japonaise existe pour cette série. D'un habile clic de souris, je me rends sur la page en question et je lance tout naturellement une traduction Google. C'est officiel, les Pirates du Tourbillon Noir ont été diffusés au Japon le 13 mai 1991 pour la première fois, confortant ainsi mes soupçons. J'ai épluché un peu plus en détail le Wikipédia français pour voir à quel point je pourrais lier cette histoire à One Piece, et je n'ai plus trop eu de doute en lisant ce qui va suivre. Ran, le héros, ne le sait pas encore, mais il est le prince du royaume Octopon, et pour combattre le tourbillon noir, il doit trouver les 13 pierres de la loi. Octopon était autrefois la plus grande cité de mer et était dénommée le joyau de la couronne de mer. Elle est en ruine jusqu'à ce que Ran recueille les 7 premiers trésors. Octopon semble avoir été des siècles en avance sur l'état actuel technologique de mer, mais il est probable que la civilisation est en continuel déclin en raison de l'eau noire des tourbillons qui suintent de la surface de la planète. La mer est un monde très différent de la Terre, avec une variété de ses propres créatures aux divers degrés d'intelligence, comme le singe-oiseau et le léviathan. Le monde a 20 mers et la plupart des arrêts de l'équipage sont pris dans des îles. Je pense que tout est assez explicite. Ran serait Luffy et Octopon l'ancien royaume. Les 13 pierres de la loi seraient donc les 13 poneglyphes, Rio et Rod Poneglyph, permettant de connaître la véritable histoire et d'atteindre Raftel que nous pouvons compter sur cette image du chapitre 846. Et le tourbillon noir, engloutissant les mers et tout ce qu'elle touche, représenterait Barbe Noire et son fruit du ténèbre, l'ultime ennemi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de regarder l'anime. Composé de 21 épisodes, c'était le meilleur moyen de découvrir tous les liens entre les pirates du tourbillon noir et One Piece, et peut-être prévoir la fin de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Venons-en au vif du sujet. Le reste de la vidéo sera divisé en 3 parties. La première servira à poser les bases en vous démontrant tout ce que j'ai réussi à récolter dans mon visionnage de la série. Images, dialogues, tout ce qui servira à la deuxième partie. La deuxième partie donc fera le lien entre ce que j'ai trouvé et l'histoire de One Piece pour vous prouver à quel point les similitudes sont trop grandes pour que ce soit qu'un simple hasard. Et la troisième partie, elle, utilisera les 2 parties précédentes dans le but de prédire ce qui pourrait se passer dans la suite de One Piece grâce à certains événements de la série du Tourbillon Noir. Nous pouvons donc commencer, je m'excuse cependant d'avance pour la piètre qualité des images, je n'ai malheureusement pas trouvé mieux. Je vous ai résumé plutôt grossièrement l'intrigue principale des Pirates du Tourbillon Noir. Creusons désormais un tout petit peu les détails et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts et je vous invite déjà à faire tous les liens possibles avec One Piece dans votre tête. Le premier épisode commence avec la vue d'un phare, c'est en effet le lieu de résidence de Ran, le héros. Il découvre un vieil homme à la mer qui se révèle être le roi d'Octopon, Primus, et tout juste avant sa mort, il lui lance une prophétie. « Que vois-tu » lui demande l'homme.
Octopon reconstruit, répond Ran. Non, c'est ta destinée. Il n'y a que toi qui peux redonner à notre ville sa gloire passée. Le vieil homme s'éteint sur ces phrases et nous apprenons par la suite qu'il était en réalité son père et qu'il était traqué par le roi des pirates, Bloss. Il aurait confié Ran à Jenna, la gardienne du phare qui a veillé sur le jeune homme pendant 17 ans. Ran reçoit un cadeau, une épée cassée, et apprend que sa place dans la prophétie de son père est d'être la lumière chargée de guider Octopon. Par la suite, il se fera enlever par un oiseau géant. C'est ainsi que débute sa quête des 13 pierres de loi dispersées aux 13 coins des mers par le roi Primus pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Seulement, il n'est pas le seul à leur recherche. Bloss, le roi des pirates, veut contrôler le monde à sa guise grâce à ces pierres. Il découvre de nouveaux alliés, Needler, un oiseau singe, Ioz, un brigand pirate, ainsi que Tula, une voleuse de trésors. Cette dernière est très intéressante car au fur et à mesure des épisodes, nous découvrons qu'il s'agit d'une Necromancer, une sorcière capable de contrôler les éléments et la vie biologique tout en possédant une affinité naturelle envers la nature et les animaux. Quasiment chaque épisode de la série se soldera par l'acquisition d'une nouvelle pierre de la loi pour Ran et son équipage, malgré les nombreux différends et combats qu'ils ont eu avec Bloss, le roi des pirates, prêt à tout pour obtenir l'amulette de Ran qui permet de localiser ces fameuses pierres. Au bout d'un moment, Ran finira par revenir sur Octopon pour restaurer la moitié de cette gigantesque cité grâce aux pierres. Mais il devra repartir à l'aventure pour récupérer les 6 autres restantes afin de la restaurer totalement. Malheureusement, la série n'aura pas le succès attendu et s'arrêtera au bout de 21 épisodes, et nous n'avons toujours pas eu le fin mot de l'histoire. Nous ne savons toujours pas de quelle façon Ran aura réalisé la prophétie en ramenant la paix sur les mers tout en se débarrassant de Bloss et du tourbillon noir. Maintenant que vous en savez un peu plus, voici la partie la plus intéressante, tous les liens que j'ai trouvés avec One Piece. En effet, vous avez le gros de l'histoire, la plupart des détails mais pas trop quand même car je vous réserve le plus surprenant pour cette deuxième partie. Commençons par Ran qui est pour moi la représentation même de Luffy. D'ailleurs, les deux ont une description totalement similaire. Ils ont de l'honneur, détestent l'injustice et sont loyaux et vrais. La description basique d'un héros, certes. D'ailleurs, en l'espace de seulement 3 épisodes, il avait déjà rallié 2 peuples à sa cause, ce qui nous fait bien évidemment penser à Luffy et les multiples royaumes avec qui il est désormais allié. Ran vivait dans un phare, ce qui n'est pas le cas de Luffy, mais j'ai directement fait le rapprochement avec le phare du Cap des Jumeaux où se trouvait Crocus, qui symbolisait le vrai début de l'aventure pour les Mugiwara avec l'entrée sur Grand Line. Autre chose, Ran a été élevé par Jenna la gardienne pendant 17 ans. Là, j'y ai vu un lien évident entre Luffy et Dadan qui a, elle, élevé ce dernier jusqu'à ce qu'il ait 17 ans aussi, et qu'il prenne la mer, tout comme l'a fait Ran. La destinée de Ran, qui est d'accomplir une prophétie visant à libérer le monde du tourbillon noir et de restaurer Octopon, fait une fois de plus automatiquement le lien avec Luffy. Ce dernier est lié à de nombreuses prophéties et nous sommes pour la plupart convaincus que Luffy pourrait être originaire de l'ancien royaume, que sa destinée soit liée à cette ancienne civilisation qui partage les mêmes caractéristiques avec Octopon, à savoir la grandeur, l'importance et les siècles d'avance technologique. Nous découvrirons plus loin que le premier objet qu'il a reçu dans sa quête, l'épée de son père, va avoir une importance capitale à Octopon. Et ça, nous pourrons le lier au premier objet que Luffy a reçu de Shanks, le chapeau de paille. Le comble de l'ironie est la façon dont il s'est fait kidnapper la première fois, par un oiseau géant, à l'image de Luffy au tout début de l'aventure. Parlons de ses alliés désormais. Il serait osé de dire que les amis de Ran ressemblent à l'équipage de Luffy, à part pour Needler, l'oiseau singe qui pourrait éventuellement nous faire penser à Chopper, le renne humain. Mais le personnage qui m'intéresse le plus parmi tout ce petit groupe est Tula. Introduite comme étant une voleuse, nous découvrons par la suite qu'il s'agit d'une Necromancer, une sorcière élémentaire si vous préférez. Il m'en fallait pas plus pour la lier automatiquement à Nami. Nami a été introduite en tant que voleuse, par la suite elle a rejoint l'équipage des Mugiwara et a trouvé son poste en tant que navigatrice grâce au don qu'elle possède lui permettant de prévoir le temps et les tempêtes bien à l'avance. Cette affinité avec les éléments s'amplifie à Alabasta avec l'utilisation du Climatact, un bâton climatique offrant à Nami des capacités élémentaires. Tula est donc capable de prouesses élémentaires et a même un lien très fort avec les animaux, chose par contre que nous ne retrouvons pas chez Nami. Occupons-nous désormais du côté obscur de la série. Là où je retrouve la référence avec One Piece très forte, c'est bien grâce à ce fameux tourbillon noir. Cette étrange et puissante masse qui semble indépendante est pourtant contrôlée par une entité, le sombre habitant, The Dark Dweller. Cette entité, je la compare totalement au pouvoir de Barbe Noire et à Barbe Noire lui-même. Les ténèbres présents sur les mers sont pour moi la métaphore de Teach et le danger qu'il représente pour le monde, lui et son fruit du démon. Et ce sombre habitant, comme il se nomme, a agi d'une certaine façon. Il a corrompu Octopon, rendant le peu d'habitants restants fous. Bloss, le roi des pirates, est également le personnage humanoïde que je liais à Teach. D'une part pour son physique, mais surtout car c'était le parfait rival de Ran. Son désir était lui aussi d'obtenir les pierres de la loi, mais pour contrôler le monde. Donc je me suis retrouvé face à un dilemme, qui est Barbe Noire, de sombre habitant ou Bloss? Eh bien mon problème a vite été réglé quand j'ai vu les deux s'allier. En réalité, Bloss représente l'enveloppe charnelle de Barbe Noire, tandis que le sombre habitant incarne le pouvoir du fruit des ténèbres. Voyons désormais des sujets un peu plus vastes et peut-être moins pertinents avant de passer à la toute dernière partie. Les monstres marins. Oui, les monstres marins existent aussi dans les pirates du tourbillon noir et ont d'ailleurs un design sensiblement similaire aux monstres marins de One Piece. Trailer Bark.
Dans l'épisode 15, toute l'histoire tourne autour des vaisseaux fantômes et autres malédictions. J'ai tout de suite comparé ça à Thriller Bark, mais c'était pas suffisant car le mythe de bateau fantôme est très connu dans la culture populaire et maritime. C'est une chose en particulier qui m'a fait tilter. La malédiction des fantômes fait que celui qui l'a subi en devient un au lever de la lune. Et dans l'arc de Thriller Bark, Moria volait les ombres de ses victimes qui disparaissaient au lever du soleil. J'ai trouvé le parallèle assez sympathique pour en parler. L'arbre d'Ohara. Dans le générique, nous pouvons voir l'image d'une île recouverte par le tourbillon noir. Cette île avec son arbre immense, aux nombreuses habitations greffées dessus, m'a directement fait penser à Ohara et à l'arbre de la connaissance qui finira détruit par le gouvernement. Le Sunny et le Spectre. Le navire d'Oran et ses amis se nomme le Spectre et possède une capacité qu'on retrouve sur le Sunny ou le Merry à l'époque. Pouvoir voler et planer. Pas question de coup de burst ici, mais il s'agit du seul bateau de la série pouvant voler. Et une fois de plus, je trouve ça assez intéressant de vous en parler. Les fruits du démon. Comment oublier les fruits du démon, source principale de pouvoir des destructions dans One Piece qui, une fois consommés, donne une nouvelle aptitude à son propriétaire. Dans la série, il n'est pas question de pouvoir surpuissant, mais un fruit adoré par Needler, l'oiseau singe, qui se nomme le Minga Melon, au design relativement similaire au fruit du démon, je vous laisse juger de vous-même. Sans oublier ce personnage, un biotransmetteur qui s'amusait à modifier les animaux pour en faire des machines comme le faisait Vegapunk dans sa jeunesse sur son île. Ou encore le Panacée, la plante la plus puissante des mers soignant toutes les maladies qui fait écho aux médicaments dont parlait Usopp quand il était enfant et qui est désormais recherché par Chopper. Bref, cette partie m'a permis de vous montrer tous les détails, importants ou non, que j'ai pu relever pour les lier à One Piece. Désormais, orientons-nous sur la théorie. La vraie théorie. Je vais pas vous mentir, au début je ne savais pas réellement où tout ça allait me mener. Oui, c'est incroyablement ressemblant, oui, il y a des liens surprenants, mais qu'est-ce que je peux bien en tirer pour le futur de One Piece? C'est l'épisode 14 qui a débloqué ma situation. Je vous en parlais un peu plus tôt, c'est dans cet épisode que nous découvrons l'habitant sombre qui a corrompu Octopon avant l'arrivée d'Oran et ses amis. Octopon qui, je vous le rappelle, serait l'ancien royaume dans One Piece, plusieurs siècles d'avance technologique sur les autres, le plus puissant et le plus important royaume des mers, bref, les deux sont vraiment ressemblants sur de nombreux aspects. Voir Octopon corrompu, ses habitants corrompus et l'habitant sombre prendre tant de pouvoir m'a permis d'arriver à la conclusion suivante. Raftel ne serait pas si différente des autres îles. Bien que cachée aux yeux de tous et élevée au statut d'île légendaire, elle aurait encore une civilisation et des habitants. Dans la quête du One Piece et de la découverte de Raftel, ce n'est pas Luffy qui sera le premier à y arriver, mais bien Barbe Noire, devancé par son ennemi. Il soumettra les habitants de Raftel avec son Yami Yami no Mi. L'éveil de son pouvoir s'étendrait d'ailleurs sur toutes les mers plongeant le monde entier dans les ténèbres. Cependant, il ne pourrait pas accéder au véritable trésor de Raftel, car il lui manque la clé. Comme je vous en parlais un peu plus tôt, la clé secrète d'Octopon serait en réalité le tout premier objet qu'a reçu Ran au début de son aventure, son épée. Elle a déverrouillé une salle secrète qui a permis à Ran d'utiliser les 7 pierres de la loi qu'il avait en sa possession pour repousser les ténèbres d'Octopon et reconstruire la moitié du royaume. Et si la véritable clé de Raftel pour trouver le One Piece était simplement le premier objet que Luffy a reçu au début de son aventure, son chapeau de paille. Ce qui expliquerait donc peut-être l'importance de ce chapeau pour Roger ainsi que pour Shanks. La présence d'un chapeau encore plus grand dans les catacombes de Marie-Joise indiquerait donc bel et bien un lien avec Im, le gouvernement mondial, Raftel et l'ancien royaume. Une fois Barbe Noire battue dans leur ultime affrontement sur Raftel, Luffy découvrira qu'il lui reste encore des poneglyphes à découvrir pour comprendre l'intégralité de l'histoire. Lui et les autres Mugiwara devront alors faire un nouveau tour du monde. Cela inclura donc de rendre visite à tous leurs amis, revoir Laboon, Vivi, les peuples célestes et même les hommes poissons. À ce moment-là, nous découvrirons aussi de nouvelles îles et civilisations, cachant le reste des Rio poneglyphes, ce qui permettra donc à Robin de les décoder afin de connaître la véritable histoire du siècle oublié après être retourné une deuxième fois sur Raftel. Luffy sera considéré comme le roi des pirates, il aura conquis toutes les mers, libéré le monde du fléau de Barbe Noire et de ses désirs apocalyptiques. L'équipage des Mugiwara sera donc démantelé et chacun ira voguer à ses propres occupations. Un restaurant pour Sanji, un cabinet de médecin pour Chopper, et peut-être même un retour à Wano Kuni pour Zoro. Le mystère et le voile d'ombre sur Raftel et l'ancien royaume sera levé et cette civilisation pourra peut-être retrouver sa gloire d'antan, ainsi que le symbole de prospérité qu'elle représentait autrefois. Un nouvel âge de la piraterie verrait le jour et de nombreux pirates prendraient la mer en quête d'aventure, afin de trouver le trésor du roi des pirates, Monkey D. Luffy. Et voilà les bros, on touche à la fin de cette vidéo. Peut-être que ma théorie finale ne vous aura pas plu, mais je défie quiconque me dire sans aucune hésitation que tout ça n'est que pur hasard, qu'il n'y a aucune ressemblance entre l'anime des Pirates du Tourbillon Noir et de One Piece. J'étais vraiment heureux de faire ces découvertes et vu mes recherches sur différents forums ou même YouTube, je pense être le seul à avoir exposé ces ressemblances. C'était vraiment pas facile de tout mettre en place et devoir me farcir plus de 21 épisodes d'un anime très pixelisé a failli me faire décrocher plusieurs fois. Mais en tout cas, je suis content d'avoir terminé cette théorie. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire car cette vidéo compte beaucoup pour moi. Également, un petit pouce bleu n'est pas de refus. Les amis, je vous remercie d'être restés jusque là et je vous dis à très bientôt. Peace.